Salut tout le monde, bienvenue à TV Laval Nouvelles. Salut Alex. Salut. T'as vu comme moi en fin de semaine dernière passer beaucoup de photos de pommes? Oui, mais moi c'est l'automne, j'adore l'automne, enfin. Mais c'est ça, non mais j'aime ça moi. Moi c'est mon côté, peut-être il y en a qui vont dire kitsch, kitten, mais je roucoule. Je te le dis, rien de moi je roucoule quand je vois des photos passer de la famille avec des gens qui vont au verger. Le seul problème c'est que là, après avoir fait des tartes aux pommes, des chaussons aux pommes. Bref, ça prend juste 8 pommes. Fait qu'il te reste 350 pommes qu'il faut que tu réussisses à placer quelque part puis à cuisiner. Moi, c'est pas un problème pour moi. Pour toi, non. Mais toi, t'as pas le temps d'aller écrire des pommes. Non, j'ai pas le temps, malheureusement. Aujourd'hui, on a beaucoup de contenu à l'émission. Et notamment, je veux dire que Nicolas Vincent Poirier a fait l'exploit de trouver un film que toi, tu vas aimer. Oui, il a l'air super bon. Je sais pas, t'as été le voir hier. Je l'ai vu hier. American Made, c'est porté sur une histoire vraie, donc adaptée de l'époque. Peut-être que vous vous rappelez si vous avez vu Narcos. As-tu vu Narcos sur Netflix? Non. C'est en tout cas de l'époque des cartels de Medellín, donc avec Pablo et compagnie. Alors, Escobar. Alors, on va se porter sur cette époque des années 80, l'effervescence. Aussi, on aura Stéphanie Lévy-Denis qui va nous parler de musique. On va faire une continuité avec la chronique de la semaine dernière. On a aussi Monica Choukassi qui est là pour nous parler du domaine financier et également M. Hubert Sassi parce que, semble-t-il, qu'à Laval, c'est là où les gens boivent le moins. Bien, j'ai hâte de voir les résultats de ce sondage-là. Moi, ça pique ma curiosité. En tout cas, alors, je te laisse faire tes nouvelles. Je vais aller rejoindre Stéphanie. Certainement. Je te retrouve dans les prochaines minutes. Et ce volet nouvelles qui, justement, tout d'abord, nous interpelle avec cet homme qui a été atteint par balle à Pont-Viau. C'est un homme de 42 ans blessé par un projectile d'arme à feu la nuit du 28 septembre, qui a lui-même, d'ailleurs, alerté le 911 vers 1h54. Les faits se sont produits dans le portique d'un bâtiment à logement situé au 51 boulevard de la Concorde-Est, près de la rue Saint-André. Il avait été atteint au haut du corps, mais sa vie n'a jamais été menacée, selon les données, et la femme suspectée dans cette affaire avait quitté les lieux à l'arrivée des policiers, mais a rapidement été localisée tout près. Elle est actuellement, là, au moment d'enregistrer ce bulletin, détenue et sera rencontrée donc par les enquêteurs incessamment. Elle comparaîtra aujourd'hui et fera face à plusieurs accusations: tentative de meurtre, possession d'une arme prohibée, avoir déchargé une arme à feu dans un dessein dangereux, possession de stupéfiants et recel. Les deux personnes impliquées ne sont pas connues des policiers, dit-on, et ces derniers ignorent le motif de cette agression armée qui est survenue. Et l'enquête vient tout juste de débuter, donc comme je vous le spécifiais au moment d'enregistrer ce bulletin, là, on vous reviendra au cours des prochains jours avec de nouvelles informations concernant ce dossier. Deux victimes qui invitent les usagers de la route à une plus grande vigilance, Catherine Caron et Sonia Grenon, deux personnes ayant subi un traumatisme crânien dans un accident de la route, qui ont livré un vibrant témoignage au Collège Montmorency dans le cadre de la journée de sensibilisation en matière de sécurité routière. C'était le 26 septembre dernier. Et chaque année au Québec, c'est plus de 13 000 personnes qui subissent un traumatisme crânien et des centaines d'entre eux doivent apprendre à vivre avec des séquelles au cerveau. C'est le cas de Sonia Grenon, 39 ans, victime d'un grave accident de vélo, et de Catherine Caron, 49 ans, qui s'est fait frapper par une automobiliste en 1999. L'agent responsable de l'événement, Frédéric Saint-Jacques, aimerait bien que les gens puissent retenir le message suivant: il faut être vigilant. Les gens ont été sensibilisés sur la réglementation et les lois en vigueur, la présence des angles morts des autobus et des camions, les causes d'accidents impliquant des piétons et des cyclistes, les blessures potentielles comme victimes d'accidents, la gestion d'une scène de crime impliquant les policiers et les ambulanciers, ainsi que des témoignages et échanges avec des victimes d'accidents. Et par ailleurs, dans un autre dossier, celui-là, intervention policière à la berge du barrage et de l'Alloz. C'est un endroit problématique depuis plusieurs années. La berge du barrage et de l'Alloz qui ont été surveillés de près par les policiers durant l'été dernier. Et cette accusation accrue se traduisant par la remise de 205 constats par les patrouilleurs à vélo. Les infractions commises entre les mois de juin et septembre portaient sur le flânage, non-respect des heures d'ouverture et la consommation d'alcool. Les agents qui ont aussi effectué une centaine d'arrestations pour possession et trafic de stupéfiants, entraves et mandats. L'an dernier, les policiers à vélo avaient visité cette berge de Saint-Vincent-de-Paul à plusieurs reprises, menant à 89 constats également pour flânage et consommation notamment d'alcool, ainsi qu'à une quarantaine d'arrestations pour possession et trafic de stupéfiants, possession d'armes prohibées, entraves et mandats. De la prévention qui a été faite en 2017 afin d'enrayer la problématique, notamment l'élagage de certains arbres pour une meilleure visibilité, et de la surveillance de la signalisation en place. Un plan de prévention est actuellement d'ailleurs en développement avec tous les intervenants impliqués pour évaluer d'autres options d'intervention.
Et les gestes, d'ailleurs, toujours en poursuivant, les gestes posés par le corps policier qui ont porté fruit, comme en témoignent les 4 plaintes reçues en août dernier contre 118 entre janvier 2016 et mai 2017. 2 règlements municipaux qui stipulent clairement qu'il est interdit de se trouver dans les berges et les parcs après 22 heures et de flâner dans les ruelles, sur les trottoirs, dans les parcs ou autres lieux publics. Alors, je me dirige vraiment là avec Stéphanie et toujours avec Amélie. Et là, on poursuit sur ce sujet de la semaine dernière. Stéphanie? Oui. On parlait des défis de l'industrie du film et de la télévision. La culture Québec, québécoise en Le général. tournant numérique. Tout à fait. Aujourd'hui, on voudrait centrer plus sur l'industrie musicale. Ça Ouais. m'intéresse particulièrement. Ouais. C'est Ouais, pas moi un aussi. domaine Ben, ça très nous évident. touche beaucoup, disons. l'industrie musicale, parce que sur le plateau, présentement, sur 6 le personnes, monde on est est musicien. 4 Oui, presque tout musiciens. le monde est musicien, exactement. Donc, c'est ça. Depuis les années 90, la démocratisation de la musique fait que c'est beaucoup moins coûteux enregistrer de la musique. Auparavant, si on prend les années 90, on enregistrait un album, on allait dans un studio, c'était en moyenne 1 000 à 3 000 de la journée pour un studio professionnel. Ouais, Aujourd'hui... puis une grosse production, c'était entre 50 et 100 000 Exactement. Et maintenant, on parle de 10 000 puis t'es chanceux. 10 000 entre 10 et 15 000. tu as acheté l'ordinateur, tu as acheté la carte de son, tu as appris comment ça fonctionnait. C'est sûr que ça ne fait pas des qualités nécessairement qui sont comparables. Oui, il y a des gens qui sont capables de donner, livrer la marchandise, d'avoir un produit très professionnel, mais ça fait qu'en démocratisant ça, il y a beaucoup de gens qui sont appelés à vouloir faire la musique, mais il y a très peu d'élus. Ça a toujours été, mais là, c'est pire qu'avant. Si on considère qu'avant, un instrument de musique de qualité, il fallait payer un 2 à 3 000 puis c'est un 3 mois de salaire pour la moyenne des gens pour s'acheter une bonne guitare, etc. Aujourd'hui, ça tombe à 2 semaines en moyenne de salaire pour se payer un instrument de bonne qualité. Tu avais besoin d'un réel talent aussi. Oui, bien, c'est ça. Aujourd'hui, il y a le fameux gens qui phénomène trafiquent. Instastar, Mais là, même, les on Paris peut Hilton, etc. programmer des instruments. On n'a même Ouais. plus besoin d'avoir vraiment Tout à des fait. musiciens Ouais, en tout à studio. fait. Mais quand même, c'est sûr qu'on peut, on peut se pencher sur les détails de la production, mais c'est aussi par la suite de financer ces productions-là maintenant. à fait. Je pense que c'est là le nœud du problème. C'est pas seulement que de dire que les gens ont plus accès, les moyens se sont un peu démocratisés, mais moi, je vois vraiment le problème, c'est que les artisans, justement, pour en arriver à une production, être capables de se payer des instruments comme ça, ben, le moyen de rétribution, plus qu'on avance dans le temps, ben, ça diminue. Tout à fait. Et quand tu as des façons d'être rétribué, ben les fonds, justement, ne sont plus là aussi. Là. Bien, comme dans tout modèle d'affaires, c'est l'offre et la demande. Là, il y a beaucoup d'offres. Ce qui arrive, c'est qu'on a tous un cousin, un neveu, une nièce qui joue de la batterie, qui chante super bien. On a notre voisin qui est un pianiste hallucinant. On connaît tous des gens qui sont extrêmement talentueux, qui ont essayé, avec les émissions telles La Voix, etc., ça démocratise davantage. Là, on est rendu au stade où c'est les enfants. Le public vote pour quel enfant chante le mieux. Là, on est rendu dans une vague où est-ce que, il y a beaucoup d'offres, peut-être beaucoup trop. Les réseaux sociaux, maintenant, donnent accès à tout le monde de se mettre en vedette. Mais c'est bien parce que C'est bien. en même temps, il y a toujours 2 penchants dans chaque côté de la médaille, je crois. Puis quand je parlais de rétribution, on peut les nommer YouTube pour avoir, par exemple, 10 c'est 10 000 visionnements. Alors, quand on parle d'Espacito qui, cet été, a battu des records, on est rendu à près de 2 milliards de visionnements. C'est pas tant que ça d'argent non plus pour un succès qui a tourné tout l'été à la radio, qui a fait le sommet des palmarès. Les gens, Les gens en parlent sans arrêt. En parlent sans C'est rendu arrêt. presque une blague. Despacito, c'est la tune que tout le effectivement, monde capable demande. d'entendre. On en rit, mais imaginez-vous une chanson qui tourne sur le plan planétaire comme ça, qui a près de 2 milliards de visionnements, mais une chanson d'un auteur-compositeur québécois qui limitait un petit marché. Tout à fait. Qui donne les quotas, les radios, ça c'est un autre débat qui est long et en large, mais bon, je suis un gars de radio, je ne le cacherai pas. Alors c'est certain qu'il y a un pour et le contre actuellement d'abaisser le quota présentement, selon le CRTC, pour les marchés québécois. C'est 65 francophones et 35 anglophones. Les radios militent, les radios privés, pour abaisser un peu, pour permettre aux gens d'avoir disons, plus d'anglophones, parce que je le cacherai pas, moi, je suis un ardent défenseur des artistes québécois et de la langue française, sauf que quand je suis en onde et que je me fais appeler par des demandes spéciales ou des interactions, souvent des artistes c'est des chansons anglophones. Ouais. Et on se le cachera pas. Mais d'un autre côté, ce qu'il faut comprendre aussi puis expliquer aux gens à la maison, c'est que
ce que les artistes, quand ils passent sur les ondes, ils reçoivent un chèque de la SOCAN, ce qui leur permet par la suite de financer les productions. Tout à fait. Ou de simplement gagner leur vie. En rotation, là, si ça passe juste une fois de temps en temps, exactement. c'est pas significatif. Alors la radio, parce qu'on voit trop la radio comme un sauveur, ce qui, dans les faits, ne devrait pas être perçu comme ça, parce que les ventes d'albums, maintenant, un album est lancé seulement que pour être une carte postale, pour te permettre de faire des spectacles. Tout à fait. C'est plus dans le but de faire de l'argent. C'est ta carte de visite. C'est ça. Maintenant, un artiste doit être multimédia. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait avoir un artiste qui a une voix extraordinaire, qui fait une chanson à la radio qui est un hit. Les One Hit Wonder, il y en a eu beaucoup de par les années. Despacito. Maintenant, c'est que... Despacito. Mais maintenant, c'est ça, c'est qu'il faut être un all-around entertainer. Il faut savoir danser, il faut savoir acter, il faut être un petit peu partout pour faire du placement de produit et le produit étant soi-même. Donc, déjà là, c'est un petit peu plus difficile. Par la suite, il y a les gatekeepers, les cerbères de la porte qu'on pourrait appeler. Il y a tellement de gens qui affluent. C'est seulement les plus grosses entreprises qui sont capables de mettre sur la map de façon planétaire des artistes. Anciennement, il y avait moyen, avec les marchés plus fractionnés, de faire carrière juste au Québec et de bien vivre. Si on prend des Claude Dubois, des Robert Charlebois, à l'époque, c'était le Québec. C'est ça, c'est une vieille... Mais en même temps, c'était une époque où il y avait les baby boomers, qu'il y avait un phénomène social, où est-ce que là, tout d'un coup, la jeunesse prend toute la place et ont un pouvoir d'achat immense et un pouvoir décisionnel. Aujourd'hui, on est rendu ailleurs. Et aussi, ce qu'il faut mentionner, c'est que l'industrie du disque, en tant que telle, n'existe plus parce que le disque physique, c'était là-dessus que l'industrie du disque faisait de l'argent. Donc maintenant, c'est l'industrie des médias numériques, c'est autre chose. Je propose comme ça, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je propose des suggestions comme ça pour peut-être aider, d'investir dans la culture, d'investir dans des fonds et tout ça pour aider les artistes, mais je verrais aussi très bien, un peu comme un fonds des médias qui contribue, lui, à fournir des productions canadiennes sur le plan des séries télé. Bien, je verrais la même chose et je verrais aussi définitivement des compagnies, par exemple, comme Spotify, comme d'autres, d'investir dans justement d'investir dans ces fonds-là, mais je verrais aussi davantage le gouvernement de faire une meilleure gestion parce qu'il se perd aussi beaucoup d'argent dans des syndicats, dans des ressources de première ligne pour aider les auteurs, compositeurs, interprètes. Il y a des histoires qui sont on va les laisser en catimini, mais il y a des histoires Stéphanie, qui se passent. je crois que tu vas devoir revenir la semaine prochaine, mais pour parler encore de l'industrie. On va finir le tour d'horizon de l'industrie du disque parce que c'est beaucoup plus complexe qu'on peut penser. On va rapporter le livre la semaine d'après. Parfait. Merci à toi. Merci à vous. Il y a 3 semaines, avec Monica Choukassi, on discutait de comment s'enrichir dans le groupe 25-35 ans. C'est bien ça. Et maintenant, aujourd'hui, comme promis, on y va avec le groupe 35-45. Et je ne sais pas pourquoi ce groupe-là m'interpelle particulièrement. Ah, ça sonne une cloche. Mais avant d'entrer dans... Je m'en vais, fini. Pas encore. Plus de chronique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, par contre, j'avais une question qui peut avoir l'air bien niaiseuse, là, mais pas de question niaiseuse, non, t'as raison. Je veux savoir, c'est quoi ton opinion là-dessus? Mais c'est quoi exactement être riche? Est-ce que c'est avoir certaines valeurs en immobilier, par exemple, ou c'est avoir un certain montant dans son compte en liquidité? C'est quoi pour toi être riche? Bien, être riche, premièrement, c'est un grand mot. C'est flou, plus d'être capable de faire face à tes obligations financières. Être très libre et de ne pas avoir de stress. C'est ça. C'est de comprendre quel est ton revenu et par rapport à ce revenu-là, quelles sont tes capacités financières. Parce qu'en donc, même temps, de ne pas s'endetter. On n'a pas tous les mêmes ambitions. On n'a pas tous non plus... Tu sais, pour nous, il y a des gens que d'avoir 35-40 000 par année, ce sera suffisant. Ils n'ont pas d'ambition d'avoir une voiture neuve, une maison extraordinaire et extravagante. Alors, il y en a qui ne sont pas satisfaits de 100 millions. Non, tu peux vouloir un vélo de 15 000 là, mais si tu n'as pas de problème à faire face à cette dépense-là, il n'y en a pas de problème. C'est chacun ses choix. C'est d'être capable d'être autonome financièrement. Selon ses choix, selon ses envies. C'est ça. Ses aspirations. C'est ça. Parce que le mot richesse, c'est un mot peut-être qui peut sembler négatif, là, mais c'est pour ça qu'on dit s'enrichir et non pas être riche. Puis de ta perception, parce que je trouve ça intéressant ce que tu as amené comme point en commençant.
est-ce que tu le sens chez les clients, les gens que tu as, parce qu'évidemment, tu es conseiller en sécurité financière, tu envoies toutes sortes de portefeuilles, aussi de situations, de profils financiers. Et en ce sens, est-ce que c'est encore en 2017, bientôt 2018, selon ta perception, détectable ce que depuis les années 50, les valeurs chrétiennes nous ont transmis, c'est-à-dire donner pour un petit pain, puis on doit se contenter de peu et on envie pratiquement ceux qui ont de l'argent, là? C'est gênant de parler d'argent, même, c'est un peu tabou. C'est Ouais. encore très, très... C'est plus tabou que le sexe. On dirait pas qu'on plus tabou que le on sexe. demande pas aux gens combien OK, tu gagnes moi, par je change de année. sujet. C'est tabou. Non, Oui, mais non, oui, non, on c'est parle ça. de sexe, puis il n'y a rien là, mais Non, l'argent... tu parles pas. Même souvent dans les couples, ils doivent dévoiler des informations personnelles, puis On dirait que ça il y a nous un rend malaise. vulnérables. Ben, puis même quand on malaise. rencontre quelqu'un pour la première fois dans les premières dates, on va se permettre l'espagnol. Je trouve que c'est un des sujets qui, des fois, peut nous faire peur. La perception de l'autre personne de notre rythme de vie qui ne va peut-être pas correspondre à la leur. Donc, je pense que... C'est primordial. C'est primordial. C'est primordial. Oui, l'argent est un élément des valeurs fondamentales qui peut créer un déséquilibre à ce moment-là, puis un malaise profond. Puis, présentement, il y a plus de femmes en moyen que d'hommes. Oh, yeah! Ah ouais. Ben, moi, je suis content d'entendre ça. Je suis vraiment content d'entendre ça. Ben, non, mais moi, je suis féministe foncièrement, puis je trouve que, justement, ça faisait quoi, 50 ans, 60 ans que c'était les hommes qui... Bien, il y a plus de femmes à l'université, il y a plus Alors... de femmes en ingénierie, partout maintenant, là, c'est... Quand on laisse la place aux femmes, il y a des miracles qui se produisent. oui. Alors, c'est la même chose en politique, mais ça, c'est un autre dossier. Ouais, Puis, c'est ça, oui, aussi. puis les femmes sont plus droites dans leur façon... la gestion. Oui, dans la gestion, souvent. Alors, à ce moment-là, c'est elles qui vont être plus responsables. Souvent, on arrive, puis le mari va... Prendre plus de recul aussi. Peut-être qu'on va voir s'en plusieurs aller. facettes aussi. Peut-être que c'est ça l'avantage. Je sais pas, les hommes Je pense que c'est Ouais. plus comme inné dans Ouais. de prendre Et- charge à ce niveau-là. Ouais, si on Non, mais rentre... vas-y, si on rentre dans le sujet, si parce que on là, rentre on dans dévie le un petit sujet. peu. Alors Ben, là, c'est qu'est-ce que ça. vous avez fait? Alors, entre 25 et 35 ans, vous avez fait deux choses. Vous avez commencé à épargner. Ben Faites oui, 10 ben oui. 10 Toi, Évidemment. t'as épargné? Ben oui, moi, Vous je avez absolument. réussi OK. à mettre 3 à 6 mois de salaire de côté pour faire face aux imprévus, Ah, ça, aux projets. Et vous vous êtes protégé. Donc, vous avez protégé vos revenus avec, Avec un CELI, quoi? assurance invalidité. Parce que si vous ne travaillez plus, si vous n'avez plus de revenus, il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien là, qui se passe. Plus de restaurant, plus rien. On n'a pas Donc, vous besoin de se protégez. garocher sur l'assurance vie tout de suite. Oui, parce que vous protégez deux choses avec votre assurance vie. Vous protégez votre assurabilité parce que plus vous êtes jeune, moins ça coûte cher. 500 000 à 25 ans, c'est peut-être 25 piastres. Alors, Même si on c'est- n'a pas d'enfants, c'est bien. Oui, parce que peut-être vous allez avoir une maison, donc vous allez vouloir protéger vos actifs, là. responsabilités. Ouais. Alors, vous avez l'assurance vie que vous pouvez prendre un petit montant. Parce que dès que vous avez protégé votre assurabilité, vous n'avez plus besoin de remontrer votre état de santé. C'est vrai. Alors, c'est comme une photo prise à votre âge avec votre Et vous état de restez santé toujours qui avec est cette même impeccable. photo-là. Alors C'est là, ça. imaginez une photo dans la vraie C'est vie. moins cher. Et- C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, avec un 100 par mois, vous pouvez épargner, vous pouvez vous protéger. Ouais. Et vous avez aussi pris, mon exemple, assurance maladie grave pour protéger vos épargnes. 100 par mois, quand même. C'est pas donné. Non, C'est 25 par... oui, mais si vous avez de l'épargne et vous avez de la 25 protection. par semaine. Puis du niveau des impôts, quand on arrive à la fin de l'année, est-ce que disons, ces assurances-là qu'on prend, est-ce que c'est déductible? Est-ce qu'on peut en retirer aussi Non. un autre Tout gain? comme OK. votre assurance pour votre véhicule ou votre assurance pour votre maison. Une assurance maison, ça peut jouer, si c'est un appartement, 20 Ouais. 25 pour une maison, ça peut aller jusqu'à peut-être 100 et plus, dépendamment. Il nous reste Alors, peu de temps, mais je veux aussi qu'on Mon Dieu, aborde déjà? le fait que le 35-45, on arrive dans une autre Oui. étape. Souvent, on a une maison, on a une famille, on a des enfants qui Oui. commencent un petit peu à grandir, Exactement. peut-être près de l'adolescence. Oui. Et les REER et CELI, parce que là, il faut commencer à y penser parce qu'on est Alors, plus proche de la l'OREA, retraite, c'est ça. l'important, dépendamment de si vous avez des avantages sociaux, puis là, il faut faire attention parce que l'emploi où vous êtes, ça ne veut pas dire que vous allez être là toute votre vie. Alors, il faut toujours penser qu'il peut y avoir des changements Changement parce que très quand vous avez orientation. des avantages sociaux, ils disparaissent au moment où vous quittez cette entreprise-là. Alors là, c'est important des fois de penser plus à soi. Alors, pour le REER, si vous investissez dans un REER, à ce moment-là, l'avantage, c'est que ça pourrait abaisser votre revenu net et vous donner accès à des subventions que vous n'auriez pas eues autrement. Prioriser, si vous avez des enfants, un régime d'épargne-études parce que c'est un cadeau de
30 sur chaque dollar que vous investissez. Donc, 100 vous avez 30 de remboursement. Oui. Alors, connaissez-vous beaucoup de placements en bourse qui vous donnent 30 à moins d'avoir un risque énorme. Non, ça n'existe pas. Est-ce qu'il faut encore retirer 10 de notre vie Toujours. à chaque semaine? Parce que là, vous avez 20 à 30 ans de votre vie que vous gagnerez plus d'argent et vous devez avoir de l'argent de côté pour pouvoir survivre à cette période-là. Parce que c'est pas avec le 12 000 du gouvernement, ou peut-être même moins, ou pas du tout, dépendamment. Si vous avez été travailleur autonome, vous n'avez pas contribué, donc vous avez vraiment presque peut-être 5 000 par année, avec lesquels vous allez être capable de continuer à vivre, parce qu'on présume à peu près 70 de votre revenu à cet âge-là pour être capable de continuer à avoir un rythme de vie agréable. Bien, merci. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Le maire de Merce obtient de l'ARTM qu'elle relance les études sur le prolongement de la ligne orange. C'est le maire de Laval, Marc Demers, qui a obtenu de l'Autorité régionale de transport métropolitain que soient relancées les études sur le prolongement de la ligne jaune et orange. Il a proposé une résolution en ce sens adoptée à l'unanimité à la réunion du conseil d'administration. C'était du 27 septembre dernier. Les études requises pour planifier le prolongement des deux lignes avaient été arrêtées pour prioriser le projet de la ligne bleue. Et pour le maire de Merce, il est impératif que le mouvement se poursuive dans ce dossier prioritaire pour Laval, d'autant plus que le gouvernement fédéral dispose d'un programme à cette fin. 300 nouveaux arbres à Laval dans le cadre des Journées des arbres TD. La Fondation TD des Amis de l'Environnement a organisé une plantation d'arbres à Laval. Ainsi, le 24 septembre, plus de 70 bénévoles et employés de la TD ont planté 300 arbres au parc Berthiaume du Tremblay. Cette activité conviviale a permis aux citoyens de verdir leur région tout en aidant à étendre et à entretenir les forêts urbaines du Québec. Et depuis le lancement des Journées des arbres TD en 2010, c'est plus de 285 000 arbres et arbustes indigènes qui ont été plantés dans des centaines de collectivités au Canada. Et cette année, le cap des 300 000 arbres plantés sera dépassé. Plus de 80 organismes communautaires locaux participeront, notamment des offices de protection de la nature, des municipalités et des communautés autochtones. Alors, c'est une très bonne nouvelle, surtout que beaucoup d'arbres qui ont été coupés ces derniers temps sur le territoire lavallois et dans la grande région métropolitaine de Montréal à cause de cette fameuse agrille du frêne qui sévit actuellement. La Société de transport de Laval STL et le club de hockey Rocket de Laval s'unissent. C'est donc la STL et le club de hockey qui s'unissent pour offrir aux détenteurs de billets du Rocket le transport gratuit sur le réseau de la STL et devient donc le transporteur officiel des partisans du Rocket pour la prochaine saison 2017-2018. Les jours de match, sur présentation de votre billet, les amateurs de hockey pourront donc monter gratuitement à bord des autobus de la STL, des véhicules du transport adapté et des différents taxis collectifs pour se rendre au centre-ville de Laval. La gratuité sera en vigueur pour une période de 2 heures précédant et suivant les matchs de pré-saison, ceux du calendrier régulier, et on l'espère qu'ils feront les séries. Et d'ailleurs, ces tickets, finalement, seront d'office aussi pour pouvoir utiliser les transports en commun. Il est à noter que la STL offre aussi un service de navette gratuite les jours de match et lors des événements produits par Evenco. Et ce service de navette fait le lien entre le stationnement de l'Hôtel de Ville, situé au 1, Place du Souvenir, et la Place Belle. Et le service de navette débute 90 minutes avant chaque événement. C'est un organisme qui vient en aide à plusieurs centaines de personnes sur le territoire lavallois et peut-être ne vous en étiez pas au courant. On va démystifier le tout, peut-être aussi en connaître les prochains détails, prochains développements, parce que je vous disais justement que l'Office municipal de l'habitation de Laval, justement, un organisme qui vient en aide aux gens dans le besoin, par exemple, est bien vivant et depuis plusieurs années ici à Laval, et on a l'occasion d'en parler avec Manon Mathieu, qui est directrice des services administratifs et communautaires de l'Office municipal d'habitation de Laval. C'est bien ça? C'est bien ça. Le Bonjour, titre Manon. est bien mentionné en partant. Titre. Et d'emblée, peut-être faire connaître un peu ce que c'est, justement, cet office, à qui vous venez en aide, à quel type de clientèle? C'est quoi la mission? Aussi. La mission de l'Office, on s'occupe de gérer des logements sociaux pour des familles à faible revenu ou à revenu modéré. Donc, que ce soit une personne seule, une famille, les aînés, une personne qui a un handicap. Donc, c'est vraiment pour des gens à faible revenu. Sur le territoire, sur tout le territoire de Laval. Et par la suite, est-ce que de votre clientèle que vous desservez, est-ce que vous êtes capable de les aider dans d'autres pans de leur vie pour des services, de les orienter vers d'autres organismes lavallois aussi? Oui, tout à fait. On a une équipe communautaire. Donc, chez les aînés, dans les bâtiments, il y a des intervenantes de milieu dans chaque bâtiment. L'intervenante est là à temps plein.
Donc, elle connaît les gens, elle peut faire du référencement. Si elle voit qu'il y a des gens qui sont un petit peu en perte d'autonomie, elle peut les aider avec les guider vers de l'aide de ménage. Elle peut aller les référer à différents services qui sont offerts à la ville, que ce soit le transport communautaire. D'être une oreille, juste parfois d'être une oreille, ça fait la différence. D'être une oreille, des fois, ça peut être juste pour compléter un formulaire. Fait que chez les aînés, ça va être le genre de service qu'on va faire. On a, au niveau communautaire, certains bâtiments, ils ont même des associations de locataires. On essaye d'être très présent auprès d'eux pour les accompagner. OK. Genre des activités, je pense, que vous faites... Des activités, c'est eux qui vont décider, mais il y a des activités qui vont être au niveau, avec le CI3S, dont le programme Entourage. C'est pour les aider à avoir une plus grande autonomie, à rester plus longtemps possible dans leur logement. Ouais, c'est ça, on sait que les personnes âgées qui restent plus longtemps dans leur demeure, c'est bénéfique pour tout le monde. Tout à fait. Pour le système de la santé et autres. Tout à fait. Et si une famille se retrouve, leur loyer est trop cher ou sont en situation de perte d'emploi ou quoi que ce soit, ils ont besoin de vos services, ils vous contactent ou ils vont sur le site Internet? Oui, ils peuvent nous contacter soit par le site Internet, soit par téléphone. Ils peuvent venir nous rencontrer directement au bureau. Donc, il y a des agentes qui vont les recevoir, puis il y a des formulaires à compléter pour faire une demande de logement. Il y a des critères à respecter. Ouais. Donc, c'est quoi les critères comme ça? Revenus, ouais. Il y a des revenus maximum selon la composition du ménage. Donc, une personne seule, il y a un revenu maximum. Une personne avec des enfants, c'est un autre montant. Donc, il y a des critères à respecter, mais ils vont être accompagnés là, par nos agentes. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent se présenter ou téléphoner, puis on va les accompagner. Okay. Puis comment gérez-vous? Parce que je lisais que vous aviez une liste d'attente. C'est très en demande, vos services. Comment vous en arrivez à la gérer, ces demandes-là, justement? Moi, j'allais demander si c'était un long processus. Oui, c'est ça. C'est quand même un processus qui est très encadré. Donc, pour que ce soit équitable, on doit suivre les règlements d'attribution de logements, les règlements de la Société d'habitation du Québec. Donc, la personne se présente, elle fournit tous les documents requis, elle complète son formulaire. Toutes les demandes de logement sont présentées à un comité de sélection. Donc, on veut s'assurer de l'impartialité et de l'uniformité des demandes. Il peut y avoir des demandes plus spécifiques, donc quelqu'un qui va souffrir d'un certain handicap qui nous demande un rez-de-chaussée. Donc, sur le comité de sélection, on va analyser toutes les demandes et on va inscrire les personnes sur une liste d'admissibilité une fois qu'elle est admissible. Vous parlez d'impartialité. Est-ce qu'il y a, des priorités dans la liste d'attente? Est-ce qu'il y en a qui en ont plus besoin que d'autres, alors ils vont passer avant? Ou... Il y a 6 priorités établies par la SHQ et chaque ville doit déterminer l'ordre de ces priorités-là. Je vous en nomme 2. Là. Supposons une personne qui est victime d'un sinistre, son bâtiment a passé au feu. Ça, c'est une des priorités. Une personne qui est victime de violences conjugales, ça, c'est une des priorités. Donc, on a 6 priorités comme ça définies par la SHQ qu'on doit prioriser. Donc, ces personnes-là vont aller en priorité une fois qu'ils vont être passés au comité de sélection. Et est-ce qu'il y a des projets, parce que là, il y a des listes d'attente, donc j'imagine qu'à un moment donné, de développer d'autres immeubles, d'autres logements, est-ce que c'est dans les plans de vos revendications, peut-être? Oui, tout à fait. C'est une de nos missions aussi, de construire selon la demande. Et puis, on est en partenariat avec la Ville, avec d'autres organismes aussi à ce niveau-là pour voir les besoins du territoire. Il faut voir l'ensemble du territoire. Donc, on travaille à développer des projets aussi. C'est comme la Ville de Laval, elle, sans cesse, à chaque année, on voit le nombre de populations qui augmente. Donc, j'imagine que vos services vont en ce sens-là aussi. Tout à fait. Il y a beaucoup d'immigrants aussi qui arrivent, qui n'ont pas nécessairement oui, on tient compte de toutes les situations qui se présentent, donc les sinistres, les immigrants, la population vieillissante, les familles, des familles nombreuses chez les immigrants aussi. Ouais. Donc, ça prend des logements en conséquence. Et parlez-nous du projet Famille en mouvement. C'est un projet que vous avez depuis 2007, si mes informations sont correctes. Oui, tout à fait. Donc, c'est un projet qui est spécifiquement avec les familles à la place Saint-Martin. Donc, en fait, il y a plusieurs familles en mouvement. Là, il y a plusieurs activités qui sont organisées à travers ce projet-là. On a 4 employés qui sont là-bas, 2 à temps plein, 2 coordonnateurs. Les coordonnateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont, supposons, organiser un cours de couture. Ils vont cibler des personnes, ça peut être souvent des dames qui veulent suivre des cours de couture. Donc, ils vont
trouver la personne pour donner les cours, ils vont s'occuper d'avoir les équipements. Donc, ils sont vraiment coordonnateurs. Ils vont regarder leur clientèle, puis ils vont aller voir ce qui se passe autour, puis organiser les événements à la salle communautaire de Place Saint-Martin. Il y a des activités pour toute la famille aussi. Il y a des activités pour les enfants. Il y a vraiment des activités ciblées pour les moins de l'âge préscolaire, les 6-12 ans, les ados, les adultes. Cette année, on a fait une belle activité. Les gens, la plupart, il y en a beaucoup qui n'ont pas de voiture. Les coordonnateurs ont organisé une journée culturelle à Québec. Donc, ils ont réservé les autobus, ils ont trouvé des guides. Les démarches, ils ont fait toutes les démarches. Oui. Bien, on peut s'enquérir de tout ça sur omhlaval.ca. En fait, c'est omlaval.ca. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci. Merci, Manon. Ma collègue Amélie Paul ne boit pas aucune goutte d'alcool, donc elle ne peut pas répondre à ce sondage. Je suis un ange, moi, mesdames et messieurs. Vraiment, je vous le dis, et en plus, si tu m'avais dit, tu n'habites même pas Laval, alors si tu m'avais dit, je fais partie de ceux qui... J'ai habité 7 ans à Laval. 7 ans à Laval, tu sais. OK, ouais, mais là, ça compte plus. Non, parce que c'est vrai. Je suis désolée, je me sens encore comme une Lavalloise. Ça date des 2 dernières années, ce sondage-là, et on en parle avec M. Hubert Sassi, qui est donc directeur général d'Éducalcool. M. Sassi, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Oui. Vous avez remis, puis je vais le dire tout d'emblée, parce que vous avez remis à l'Hôtel de Ville de Laval, en main propre à M. Demers, le maire de Laval, donc le trophée Éducalcool de la modération 2017. Et oui. ça découle d'une étude que vous avez menée. Mais, puis on se questionnait, moi puis Amélie... Sur l'authenticité. Oui, c'est ça, l'authenticité de ceux qui ont répondu et qui ont dit finalement, à la suite de vos questions, que Laval est la ville où on boit le moins au Québec. On ne peut pas présumer que les Lavallois mentent plus que les autres ou moins que les autres. Il n'y a aucune étude qui démontre ça. Nous, depuis 2 ans, en fait depuis 3 ans maintenant, on s'est mis en tête, à tous les 2 ans, de sortir les données régionales, parce que chaque fois qu'on allait quelque part pour parler de modération, de consommation d'alcool, etc., et qu'on donnait les données québécoises seulement, là, on disait, oui, mais chez nous, dans la région, c'est comment? Alors, en 2015, on a fait la première enquête, région par région, et ça a donné le portrait de la consommation au Québec, dans chacune des régions, parce que petite ou grande, on avait un minimum de 150 répondants dans chaque région. Il y a 2 ans, j'avais eu le plaisir de remettre le trophée Éducalcool de la modération au maire Labaume. Ouais. Oui. Et au mois de juin dernier, je suis allé le chercher à l'Hôtel de Ville de Québec. Il était-tu content? En disant, peut-être que je vais vous le remettre au mois de septembre, peut-être pas. Et en fait, il a été remis effectivement au maire, maire Demers de Laval. Oui. Et il a été d'ailleurs exposé jeudi dernier à la réunion du conseil municipal. Ouais. Ça a fait que... Pourquoi on a dit ça? Parce que les Lavallois eux-mêmes nous ont répondu à la question. Ce n'est pas Éducalcool qui décrète les Lavallois sont. Ce sont les gens des régions eux-mêmes qui nous disent voici combien on consomme, voici comment on consomme, est-ce qu'on conduit avec les facultés affaiblies ou pas, et ainsi de suite. OK. Et moi, je voulais savoir, parce qu'en regardant le palmarès des régions qui se sont le mieux classées, donc Laval, on comprend, est en tête, il y avait d'autres régions comme Québec encore, quand même, la capitale. Montréal se classe bien aussi, je crois. La Mauricie. Puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de régions, disons, plus urbaines ou qui n'étaient pas trop loin de centres urbains, tandis que des régions comme la Côte-Nord, la BTB consommaient plus. Pourquoi? Oui. Je trouvais que c'était comme... Parce qu'il y a moins de choses à faire, Ouais. alors on voit... Il y a plusieurs explications. c'est vrai. Il y a plusieurs explications. La première, c'est qu'effectivement, dans les régions éloignées, beaucoup de gens ont des emplois à l'extérieur. Ils partent de la maison 1 semaine, 2 semaines. Quand ils reviennent en ville, ils entre ce guillemets, se payent la traite et ils abusent. Deuxièmement, c'est des travaux qui sont relativement durs dans ces cas-là. Et donc, quand on se donne un congé, on se donne un congé de tout, y compris des contraintes sociales. Troisièmement, les niveaux de revenus de ces salariés-là sont généralement plus élevés que la moyenne et on sait que plus on a de l'argent, plus on consomme d'alcool. Et enfin, il faut signaler par contre que dans ces régions-là, il y a le plus de consommateurs excessifs, mais les plus faibles taux de conduite avec les facultés affaiblies, parce que s'ils sont des consommateurs abusifs, ils sont aussi des consommateurs extrêmement responsables. On explique ça comment? Parce que les transports en commun, il n'y en a pas comme aujourd'hui, comme ici, par exemple, à Laval. Absolument. Il y a moins de transports en commun, les distances sont plus longues en matière de... Donc, si on peut prendre un taxi, par exemple, ça va coûter plus cher, il y a moins d'alternatives. Mais
ils sont un peu plus jeunes. Et plus on est jeune, plus on est responsable. On consomme avec excès, mais on ne conduit pas avec les facultés affaiblies. Deuxièmement, il y a davantage de barrages policiers qui surveillent l'alcool au volant. C'est extrêmement important parce que c'est un des grands déterminants de la conduite avec les facultés affaiblies, la perception que tu vas te faire intercepter si tu violes les lois. Les conséquences. Et vous savez que la majorité des consommateurs qui conduisent avec les facultés affaiblies, ce ne sont pas les récidivistes impénitents de l'alcool au volant qui en sont à la 18e. Parce qu'on entend souvent ça dans les C'est médias. des gens comme vous et moi qui, à un moment donné, sont à la limite et au moment de prendre leur décision, ils ne se demandent pas combien de points je vais perdre à mon permis, qu'est-ce que ça va être ma sentence, combien je vais avoir d'amende. Tout ce qu'ils se demandent. Je prends-tu une chance ou j'en prends pas? Et si ils pensent qu'ils vont... Prenons un exemple. Nous sommes ensemble à un party tous les trois, puis on est tous les trois limites, même vous. Ah, wow! Et là, il y a une voiture de police juste devant la maison où on se trouve. Ouais. Est-ce qu'il y a un d'entre nous qui va prendre le volant pour qu'on... Jamais. Pourquoi? Parce que je dis, hey, je vais me faire pogner, c'est certain. Les chances de se faire pogner sont 99,9. C'est ça. Or, si on a la perception qu'on a davantage de chances de gagner à la loterie que de se faire intercepter avec les facultés affaiblies, comme ça arrive souvent... Et la fameuse aussi phrase, c'est « je suis correct ». Oh, oui, des fois, la correct. distance, Je suis c'est correct, tout ça près. va, regarde, c'est à côté. Très intéressant, vous le soulignez. Les gens qui, après un verre ou deux, ont tendance à surestimer leur alcoolémie et à penser qu'ils... Plus on boit, moins on évalue correctement son taux d'alcoolémie et donc plus on boit, moins plus on s'estime apte à Il conduire. y en a qui ont une grande tolérance à l'alcool. Ils savent Oui, pas mais peu nécessairement. importe la tolérance, le taux d'alcool dans votre sang va être le même compte tenu de la quantité d'alcool que vous avez ingéré. Et il y a un autre facteur que j'avais lu rapidement, je ne sais pas si ça peut avoir une influence sur les résultats, mais aussi en région, proche des grandes villes, il y a plus d'immigrants et souvent leur religion fait que... Alors, il y a deux dimensions là-dedans. Premièrement, les immigrants qui proviennent de cultures autres que des cultures occidentales, que ce soit asiatiques, que ce soit des cultures musulmanes ou des cultures d'Amérique latine. Ce sont des gens qui, ou bien ne consomment pas d'alcool, ou bien quand ils consomment, c'est de manière tout à fait exceptionnelle. Donc, je vous dirais que, d'abord, les personnes qui ne consomment pas d'alcool, on ne leur pose pas la question, ils sont sortis de l'échantillon pour les fins de la consommation excessive. Et comme dans les régions urbaines, Montréal, Laval, Rive-Sud et Gatineau, il y a davantage de personnes issues de communautés non occidentales, parce que les Italiens, puis les Grecs, ou les Français, c'est pas mal comme nous, eh bien, ces gens-là consomment moins et moins souvent, et par conséquent, oui, ils font baisser les moyennes, mais il y a aussi des Québécois de souche qui boivent peu et qui boivent modérément. Il faut vous dire une chose. Il en existe encore. Le Québec, en général, n'est pas malade de l'alcool. En règle générale, ça va bien. Les consommateurs modérés consomment modérément, mais les consommateurs excessifs, malheureusement, consomment de plus en plus de manière excessive. Donc, on a un petit groupe qui consomme de plus en plus au-delà des limites recommandées et la très grosse majorité qui les respecte de plus en plus. C'est ça le grand contraste. Il me reste 30 secondes, mais je voulais juste savoir qu'est-ce que vous comptez faire avec cette étude-là? Est-ce que vous comptez l'amener au gouvernement? Trois choses. Un, on veut donner à chacune des régions le miroir d'elle-même. On dit, voilà de quoi vous avez l'air, voilà de quoi vous nous avez dit que vous avez l'air. Réfléchissez à votre consommation de l'alcool et changez vos habitudes si vous le voulez. Deuxièmement, ça nous permet de faire des programmes et de parler des sujets les plus pertinents dans chaque région. Et trois, ça nous permet bien sûr de renforcer nos revendications auprès du gouvernement du Québec. J'allais dire, M. Demers qui a reçu la distinction, je ne sais pas si lui faisait augmenter ou diminuer la moyenne. Non. C'est à voir. Faudra lui demander, mais je veux terminer avec votre fameuse phrase, cette entrevue. Cette entrevue, et comme toutes les autres, nous permettent de dire que le Québec et l'alcool, ça va bien parce que les Québécois ont ingéré l'expression que la modération a bien meilleur goût. Merci. Monsieur moi qui vous Sassi, aux remercie. mains si douces. Merci. Merci. Des citoyens engagés de Laval réclament des engagements en faveur de l'action communautaire autonome. Quelques 100 Lavalloises et Lavallois ont encerclé l'Assemblée nationale lors du grand rassemblement du 27 septembre dernier à Québec. Au décompte final, plus de 5000 personnes en provenance de toutes les régions du Québec étaient présentes pour réclamer au gouvernement des engagements pour le mouvement communautaire autonome et la justice sociale. Les participantes et participants, travailleuses et travailleurs des organismes communautaires de Laval étaient réunis à Québec autour de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ».
Ils et elles ont témoigné du sous-financement dans lequel le gouvernement libéral maintient les organismes communautaires. Ces citoyennes et citoyens engagés ont réclamé que le gouvernement prenne des engagements fermes envers le communautaire, mais aussi pour la justice sociale dans ce qui sera le dernier budget québécois avant le déclenchement des élections générales de l'automne 2018. Ce grand rassemblement national, l'un des plus grands de l'histoire du mouvement communautaire autonome, restera longtemps gravé dans nos mémoires et dans nos cœurs. Au terme d'une marche de 2 kilomètres, c'est au coude à coude que les citoyennes et citoyens engagés ont encerclé l'Assemblée nationale en symbole de leur solidarité. 13 250 $ en soutien à la Fondation Droit au talent. Le député de Laval-des-Rapides, Saul Polo, et le député de Sainte-Rose, Jean Abel, ont annoncé le 22 septembre dernier une contribution d'environ 13 000 $ pour la Fondation Droit au talent. Cette somme provient de plusieurs de leurs homologues de la région ainsi que du reste du gouvernement. Le député de Laval-des-Rapides a sollicité ses collègues de l'Assemblée nationale afin qu'ils soutiennent la mission de favoriser l'accès à un enseignement de la musique dans le cadre du programme Arts-études des écoles de la Commission scolaire de Laval. Cette contribution permet à la Fondation Droit au talent de pérenniser ses activités et de répondre à une demande croissante. Reconnus pour leur engagement continu à l'épanouissement de l'élève, M. Polo et M. Abel encouragent depuis le début de leur mandat les différentes écoles dans leurs circonscriptions respectives. Le dévoilement du montant a eu lieu à l'école Polyjeunesse de Sainte-Rose. La Fondation Droit au talent a pour mandat de favoriser l'accès à un enseignement de la musique dès le primaire dans le cadre du programme Arts-études dispensé dans les écoles de la Commission scolaire de Laval. La générosité des donateurs permet à la Fondation Droit au talent de soutenir divers projets pédagogiques depuis sa création en 2000. Nous sommes avec Majolie Dion au lancement de son livre, première expérience. Ça va bien? Ça va très, très bien. Grosse journée pour toi. Assez belle journée, merci. Oui, hein? Ouais. Alors, productrice, réalisatrice, chanteuse, danseuse à une certaine époque. Y a-t-il quelque chose que tu n'as pas fait dans le show business? Ben non, pas tant en fait. Je pense que je suis une personne très curieuse, donc je m'amuse à découvrir tous les domaines artistiques. Mais c'est tout quand même du parallèle. Le parallèle pour moi, c'est en fait ce qui fait la différence dans la vie des gens. Donc tous mes métiers touchent à l'humain et ça doit faire la différence. Moi, j'ai choisi le véhicule artistique pour faire ça. Donc la vie m'amène constamment des mouvements ou des épreuves ou des situations qui fait que je peux transcender avec le domaine artistique. Donc oui, j'ai touché à la danse professionnelle, la musique professionnelle, la réalisation professionnelle. Et là, c'est l'écriture, c'était pas prévu, mais on suit le courant. C'est super. Parlons un petit peu de ton cheminement là, à partir du moment où on s'entend, tu es tombé malade, tu as eu un cancer, tu as eu une double mastectomie. Et puis, c'est clair que c'est un événement traumatique dans une vie. Et puis, comment est-ce que tu t'es relevé de ça? C'est ce que le livre raconte, c'est ce que ton film raconte. Mais juste faire un petit wrap-up de ce qui s'est passé. Mais le film ne raconte pas ça, en fait. Le film raconte beaucoup plus l'expérience qu'une femme passe à travers de la mastectomie à la reconstruction du mamelon et au tatouage. Donc, c'est vraiment tout un processus complet avec des entrevues aussi de d'autres femmes, des enfants, comment on vit ça. Le livre, par contre, lui, répond à des questions qui m'ont été posées après le documentaire, de me dire comment tu as fait pour passer à travers le cancer avec autant de résilience et d'humour et tout ça. Et je me suis dit, c'est pas dans le documentaire que les réponses vont être là. Donc, je me suis encore mis à nu. Et je dois dire que autant que dans le documentaire, je suis comme à nu, même j'ai plus de seins. Je veux dire, on s'entend que le livre, c'est encore plus particulier parce que là, je parle de choses que personne ne connaît comme telles, où je ramène des choses de loin. Du passé, oui. Avant le cancer, je dis souvent que le cancer, c'est pas l'épreuve la plus difficile que j'ai eue dans ma vie. Par contre, ces épreuves-là ont été... Aujourd'hui, grâce à ça, j'ai été capable de passer à travers cette maladie-là avec
un coffre d'outils bien rempli. Alors, je suis un petit quincaillerie sur 2 pattes. Je me promène avec j'ai plein d'outils dedans, puis je les sors et je les partage avec plein de monde. Alors, le livre, c'est un peu ça. Ça parle de ces événements-là, mais ça parle aussi de tous les outils qui existent pour être capable que moi, comment je m'en ai sortie, pour aider les femmes ou même pas seulement ceux qui ont du cancer. Là. Ça touche à toutes personnes qui sont dans des problèmes, qui sont incapables de s'en sortir des fois ou qui sont dans une souffrance et qui sont incapables de s'en sortir. Donc, et ça se veut très humble. Je ne détiens aucune vérité. Moi, je suis allée avec ma réflexion à moi et tant mieux si ça rejoint d'autres personnes. J'ai passé 10 ans en post-traumatique avant le cancer et c'était comme, OK, attends, là, t'as déjà un coffre, là, utilise-le. Alors, je sais pas que c'est facile, hein? Ça demande beaucoup de pratique et ça demande beaucoup de... Ben, en fait, ça demande beaucoup de temps. Parce que tu peux soit sombrer dans quelque chose qui va pas bien ou tu peux décider de dire, OK, ça va pas, mais il y a d'autres choses qui peuvent aller bien. Moi, je transcende constamment. Donc, pour moi, c'est important de prendre une situation puis de regarder. D'ailleurs, le livre en parle. Vous ne l'avez pas encore lu, mais vous allez le lire bientôt. Le livre en parle, c'est de 360, d'être capable de faire un tour alentour d'une situation puis de l'analyser différemment. D'être un observateur d'un observateur. Donc, ça t'amène à te dire, sais-tu quoi, je l'avais vu de même, mais si j'étais de ton côté à toi, comment moi je le verrais? Alors, c'est un peu ça. Donc, ça amène des belles réflexions, dans le fond. Ben oui. T'sais, parce on a créé nos vies, on est tous le reflet de nos vies. Et en même temps, on a toutes les forces qu'on a grâce aux événements de nos vies. Que ça soit bon ou moins bon. Ça fait partie de ça. Et quand les questions sont arrivées après le documentaire, je me suis dit, sais-tu quoi? Oui, mais pas de la même direction. Alors, j'ai changé la direction de ce livre-là, qui aujourd'hui s'appelle « Pressé ici, j'ai besoin d'être aimé ». Et, ouais... qui est là, c'est ça. Et qui est en fait, comment dirais-je, un résumé des épreuves et des réflexions que j'ai eues. Ton nouveau livre, Pressé ici, j'ai besoin d'être aimé, aux éditions Un monde différent, disponible dans toutes les bonnes librairies. Ouais. Ceux qui l'ont pas, c'est pas des bonnes librairies. Il est disponible en ligne aussi. Oui. Ben, en fait, peu importe dans les librairies, si vous le cherchez, vous allez pouvoir le procurer. C'est un beau cadeau de Noël. Oui, hein? Oui, mais même si Noël va être passé, quand peut-être l'entrevue va être sortie, mais c'est pas grave. C'est un cadeau de Saint-Valentin, un cadeau de Pâques, un cadeau de fête des mères, un cadeau de fête des pères. C'est un beau cadeau, dans le fond. Oui, exactement. Et puis, pour ce qui est de tes web télé, on peut les retrouver à quelle adresse exactement? C'est sur c'est comme toi et moi.tv. Donc, là-dessus, bien évidemment, il y a le documentaire Cancer la vie qui a été nominé. En fait, j'ai gagné un prix à Monaco avec ce projet-là. Je m'attendais pas à ça, mais c'est la vie. Qui est vu par des milliers de personnes dans le monde. Alors, c'est déjà super, c'est vraiment extraordinaire. Et par contre, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Alors là, j'ai une nouvelle web-série qui s'appelle « Moi, j'aime ma job » et je fais des entrevues avec des gens passionnés de leur métier et des parcours inspirants. Et c'est tellement enrichissant, c'est tellement grand. Donc, c'est une web télé d'inspiration. Les gens vont là, c'est gratuit. Ils donnent ce qu'ils veulent s'ils veulent donner. S'ils donnent pas, c'est pas grave, ils donnent leur temps. Mais en même temps, c'est ça. Donc, mon objectif, c'est de créer cette web télé-là qui restera une web télé d'inspiration. Puis c'est ça. Je vous invite à y aller parce que c'est vraiment fou. C'est vraiment le fun. Un gros merci, ma jolie Dion. Super belle rencontre avec toi ce soir. Bien, merci à vous autres. Puis merci de votre patience parce que c'était une soirée incroyable. Donc, entourée d'amis et d'amour. Entourée d'amour, et voilà. Plein d'amour, écoute. Et voilà, on l'envoie à l'écran. Amour! C'est un grand jour. On parle aujourd'hui du film American Made, qui, ma foi, a l'air absolument excellent, Nicolas Vincent Poirier. Oui, c'est très bon. C'est bon. Du Tom Cruise à son meilleur, je trouve qu'il est resplendissant, il est beau, mon Dieu. Je sais pas, il vieillit pas, cet acteur-là. Il y a peut-être du Botox impliqué là-dedans. Peut-être sa secte de la scientologie. Peut-être la scientologie, le garde. Il y a des secrets. Oui, c'est ça. Mais écoute, je trouve que ça a l'air bon. Je sais pas, vous allez m'en dire davantage. Vous l'avez vu les deux. Moi, pour ma défense, c'est qu'il n'était pas sorti dans ma ville, comme si je pouvais pas sortir de ma ville. De chez vous, c'est ça? Parce que tu sors de ta ville pour venir ici. Mais là, je sors assez pour le travail. Des fois, j'aime ça rester à la maison. Non, je comprends. C'est un bon film. C'est un très bon film parce que, bon, Tom Cruise, les dernières années, est-ce qu'il fait des choses si excellentes que ça? Bon, c'est un peu... pas vraiment. Mais est-ce que ça rachète pas? Moi, je l'ai vu comme ça aussi. Ça rachète un peu sur le plan, en tout cas, du box-office puis de ceux qui sont des producteurs de cinéma, de films, La Momie. Oui, qui est un fiasco.
C'est un fiasco, mais de toute façon, c'est pas grave parce que Universal va continuer avec leur univers cinématographique. Tom Cruise va continuer à faire des films La Momie. Ça ne va pas les arrêter du tout. Pour ce qui est de American Made, écoute, le film est arrivé au numéro 3 avec 16 millions, mais le film a juste coûté 50 millions. Puis à travers le monde, on est rendu à 81 millions. Donc, le film, il va rentrer dans son argent, c'est sûr. Est-ce que ça va devenir un classique comme Blow de 2001? Je pense pas. Tu sais, c'est un bon film qui raconte la vraie histoire d'un pilote d'avion qui travaille pour la CIA, mais en même temps qui importe de la drogue. Je dis la vraie histoire parce que, le réalisateur Doug Liman s'en cache pas. Il y a plusieurs choses qui ne fonctionnent pas par rapport à la réalité. C'est plutôt dans les années 50 que Barry Seal a commencé à travailler pour le gouvernement. Et puis, c'était pas quelqu'un de peut-être si sympathique que ça, de ce qu'on démontre dans le film, parce qu'en 72, il a été arrêté parce que, il faisait partie d'un complot pour importer 1300 livres d'explosifs. Donc, tu sais, il est peut-être déjà pas là, c'était plus un criminel que d'un père de famille, que d'un bon père de famille qu'on essaie de nous dépeindre dans le film, là. Oui, exactement. Qui essaie de faire vivre sa famille, puis qui essaie de faire, puis si vous allez voir le film, vous allez comprendre, mais de faire un peu, croître une petite localité de l'Arkansas aux États-Unis. C'est le côté hollywoodien qui embarque, là. Ouais. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, il faut le dépeindre comme un bon père de famille. Sinon, un personnage comme il l'était vraiment, ça n'aurait pas fait vendre des billets de cinéma. De toute façon, c'est que aussi, Tom Cruise n'a pas, je trouve, le gabarit, c'est sûr, il mesure 5 pieds 2, mais tu sais, n'a pas non plus, je dirais, le côté méchant en lui, tu sais, dans le sens qu'il fait toujours des rôles à l'écran quand même de bon gars, ou tu sais, même dans Jack Reacher, c'est pas non plus... ou dans Ethan Hunt, dans Mission Impossible, c'est pas non plus quelqu'un qui va tuer quelqu'un pour tuer quand même attention à son image. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais surtout, une affaire aussi, c'est que si vous avez déjà vu la photo de Barry Seal, pour de vrai, il ne se ressemble tellement pas avec Tom Cruise. Il n'est pas sexy comme Tom Cruise, disons. Le Barry Seal, le vrai, il était comme, tu sais, il pesait à peu près 300 livres, tu sais, tandis que Tom Cruise, à 5 pieds 7, tu sais, là... En muscle. 5 pieds 7, je pense que t'es généreux. 5 pieds 5 environ. Mais j'avais une petite question concernant la sortie, parce que je crois que c'était censé sortir en janvier 2017. Et là, ça a été reporté pour éviter la compétition. Je crois que c'était Amityville ou quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qui peut expliquer de l'avoir reporté? Mais parce que c'est peut-être pas le meilleur moment pour sortir un gros film. Ça a l'air quand même... c'est un bon temps, je te dirais, en ce moment. 50 millions de budget, c'est quand même pas un budget incroyable, mais tout de même. C'est pas un budget incroyable, mais avec la sortie de Blade Runner la semaine prochaine, avec It qui est encore qui l'a surpassé d'ailleurs, là, solidement. Oui, mais d'un côté, on a It qui est super populaire, c'est Blade Runner. Surprenant, mais c'est encore... Qui a battu des records, je crois, mais... Oui, pour un film d'horreur. Le mois de septembre bat des records en ce moment. Donc, tu as It, qui est un film d'horreur qui est très populaire. La semaine prochaine, tu as Blade Runner qui sort, qui va être évidemment très, très, très populaire. C'est le début de la fenêtre Oscar. Oui, Barry Seal, là-dedans, il fait pas compétition avec personne. C'est un peu à part. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont hésiter entre ça ou Blade Runner ou It. C'est des films totalement différents. Oui, c'est vrai, 3 publics différents. Mais encore là, tu amènes un bon point parce que American Assassin, par exemple, qui est un film qui est encore un film d'action qui peut peut-être un peu plaire à ce même genre de public. Alors, ben c'est descendu, c'est au numéro 5, ça. C'est même plus... C'est très étonnant. Peut-être, mais il y a quand même beaucoup de films qui sortent dans une fenêtre très rapprochée qui peuvent plaire à même genre de public, par exemple. Ça, c'est un bon point que tu amènes. Oui, bien, c'est ça. De toute façon, ces temps-ci, c'est la sortie des films qui vont, que les studios pensent qu'ils vont gagner des prix aux Oscars. Et Blade Runner, en l'occurrence. Je ne pense pas du tout que Barry Seal va gagner des prix. Mais par contre, ça ne m'étonnerait pas que ça devienne qu'on en parle encore dans 10 ans d'ici, parce que, je pense pas que ça va devenir un classique, mais ça va... Mais il y a un ton sympathique et ludique au film aussi, je trouve. Oui. Mais ce qui va commencer à sortir le fin octobre, novembre, ça va être plus les gros blockbusters pour le temps des fêtes? Oui, bien, je te dirais comme... Pour ce qui est des films de Noël, tous les films avec la thématique de Noël, c'est en octobre et en novembre que ça sort. Le mois de décembre, tu sais, Star Wars. Je dois t'interrompre, on n'a plus de temps malheureusement, mais merci de nous en parler. Vraiment, je suis désolé, mais je te dis à la semaine prochaine. Merci, Nicolas Vincent Poirier.
On vous parle de Laval, du Rocket qui divise les honneurs contre Belleville. Le Rocket de Laval qui a encaissé une défaite de 3-1 aux mains des sénateurs de Belleville. Le club école des sénateurs d'Ottawa le 30 septembre dans un match préparatoire à la Place Belle. Le lendemain, les hommes de Sylvain Lefebvre ont explosé dans un gain de 7-5 et le premier but de l'histoire de la Place Belle va à Brett Lernout. L'entraîneur Sylvain Lefebvre ne disposera pas de sa formation complète tant que les derniers joueurs retranchés par le Canadien ne seront pas prêts à jouer pour lui. Et devant le filet, alors que Charlie Lindgren risque d'entamer peut-être la saison à Laval, à moins qu'il soit préféré à Al Montoya pour seconder à Carey Price. Le sort de Zachary Foucalé reste à déterminer. Étant donné que le camp d'entraînement n'est pas complété, Lefebvre avait décidé de ne pas employer les vétérans Zach Redman et Matt Taormina. On peut souligner d'ailleurs la prestation du gardien Michael McNevin qui est définitivement prêt pour évoluer à ce niveau. Il s'est illustré à ce moment avec un arrêt spectaculaire aux dépens de Christian Jarreau, le Cerbère de 20 ans qui a été malchanceux sur le deuxième but alors que le retour de lancer a bondi par-dessus lui pour pénétrer dans le filet. Il a également cédé face à Maxime Lajoie quand Belleville évoluait avec un patineur de plus et Philippe Schlackpick a complété le pointage dans une cage déserte. Et toujours concernant McNevin, au moment d'enregistrer ce bulletin, ça vient d'entrer. Donc, je vous l'ai dit comme ça, brûle pour point, c'est que le Rocket a cédé le gardien Michael McNevin à son club école de Brampton. C'est dans la ECHL. Embauché, donc, je vous rappelle, à titre de joueur autonome il y a 2 ans. McNevin en sera à sa première saison chez les professionnels après avoir terminé son stage junior l'année dernière. Il avait été d'ailleurs nommé comme l'un des meilleurs gardiens de la Ligue de l'Ontario au cours des derniers mois. Alors, c'est une dépêche qui vient de sortir concernant le jeune espoir du Canadien de Montréal. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Anthony Daguerre en direct de Saint-Vincent-de-Paul avec le conseiller municipal sortant de l'équipe de Marc Demers, Paolo Galati. Comment ça va, Paolo? Ça va très bien. Bienvenue, Anthony, à Saint-Vincent-de-Paul. Merci beaucoup, merci beaucoup. Paolo, oui. Je veux savoir plus sur toi. Je veux découvrir qui est Paolo Galati. Wow. Premièrement, je suis jeune de cœur. Ça paraît. Merci beaucoup. Ça va faire 4 ans que je suis l'élu ici à Saint-Vincent-de-Paul. Puis, pour moi, c'était important de travailler avec les citoyens, de rebâtir Saint-Vincent-de-Paul. Premièrement, je voudrais dire que je suis vraiment fier de mon bilan. Ici à Saint-Vincent-de-Paul, une des premières choses qu'on a faites, l'aréna Yvon Chartrand, oui. Ça a été la première aréna qui a été rénovée à travers la ville de Laval. Et donc, on a mis 6 millions de dollars pour rénover au complet l'aréna Yvon Chartrand. Deuxièmement, la piscine Saint-Vincent-de-Paul, ouais. On a tout refait. On a mis 5 millions de dollars là-dedans. Et c'est une piscine incroyable, grandeur olympique. Et même qui fait partie du Centre de la nature. Le Centre de la nature, ceux et celles qui n'ont pas encore visité le Centre de la nature... C'est une place à visiter, vraiment. Incroyable, incroyable. On est ailleurs, à 2 pas de chez nous. Et donc, l'année prochaine, on va revitaliser la ferme au complet. Mais le Centre de la nature, on produit 50% de nos fleurs. Et on s'aligne pour produire 100% de nos fleurs. Donc, c'est quelque chose de vraiment beau. Mais il n'y a pas juste le Centre de la nature. Il y a aussi le vieux Saint-Vincent-de-Paul. Et au début de ma campagne, il y a 4 ans, ma conviction, c'était de rebâtir le vieux Saint-Vincent-de-Paul. Et je vous dis qu'on est là-dedans. En 2015, j'ai monté un comité qui s'appelle le SVP pour revitaliser le Saint-Vincent-de-Paul, le vieux Saint-Vincent-de-Paul. Et en septembre 2016, on a déposé un mémoire. Et avec ce mémoire, il y a eu beaucoup de propositions dans le mémoire qui ont été reprises par le nouveau schéma d'aménagement qu'on a passé au Conseil au mois d'août cette année, le 2017. Dans le schéma d'aménagement, ça, c'est quelque chose d'incroyable. Jusqu'à date, on n'avait pas un plan pour la ville de Laval. Et donc, on a fait des consultations publiques pendant 1 an et demi, 2 ans.
Et après toutes les consultations publiques, on a mis en place le nouveau schéma d'aménagement. Puis finalement, à la Ville de Laval, avec l'équipe Marc Demers, on a vraiment un plan pour Laval. Laval, en 2035, on voit exactement où on va être. Quoi pour être fier d'être Lavallois? Je suis très fier d'être Lavallois. Je suis jeune de cœur et je m'implique, je suis sur le terrain, je m'implique avec tous les organismes de mon quartier. Et c'est pas juste mon quartier, mais Laval en général. Là, on a la place belle avec les Rockets de Laval. À chaque fois qu'on dit les Rockets de Laval, on met Laval sur la map à travers l'Amérique du Nord. Le mouvement qu'on a commencé en 2013, on le continue. On est des Lavallois en mouvement. Le 5 novembre prochain, allez voter en grand nombre. C'était Anthony Daguerre en direct de Saint-Vincent-de-Paul.